Bonsoir, merci d'être là, merci pour l'invitation dans cette très très belle salle, très bel écran. Quelques mots sur le cycle. Pourquoi comédie romantique ? Pas dans le sens d'une formule qui serait appliquée comme ça, d'un genre qui serait très très verrouillé et très défini. En fait, pendant ces 9 séances, on ne va pas trop se consacrer à savoir si oui ou non c'est une comédie romantique ou autre chose. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était de voir comment la comédie s'empare de l'amour, en quelque sorte. Alors souvent, ce sont des couples hétérosexuels. Voilà. C'est l'histoire de Hollywood aussi d'être dans certaines normes, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment les rapports entre les sexes sont explorés de manière humoristique au cours des années, et notamment donc dans la screwball, dans la comédie, ce qu'on appelle screwball, c'est-à-dire la comédie loufoque des années 30. Et c'est pour ça que j'ai décidé avec Jean-Paul Lançon de lancer le cycle sur New York, Miami, donc It Happened One Night de Frank Capra, qui est vraiment le film de 1934, qui a lancé la comédie screwball, et donc cet entre-là, si vous voulez, entre quelque chose qui serait peut-être une sorte de réminiscence du slapstick, du burlesque de l'époque muette. On n'est pas si loin du temps où les films étaient encore muets. Et je vous rappelle que Frank Capra, comme d'ailleurs Léo Macaré, dont on verra un film dans ce cycle, ont travaillé pendant le muet, et notamment Frank Capra avec Harry Langdon, donc comique muet. Donc il y a ce substrat-là dans le screwball, dans la mesure où il y a un travail sur le corps des acteurs. On en reparlera après le film, mais il y a quelque chose de très physique et qui est l'un des plaisirs de ce type de cinéma. Et puis surtout, il y a l'aspect parlant et donc l'aspect conversation. L'aspect conversation du couple, conversation parfois antagoniste et combative. Et c'est ça aussi, bien sûr, ce dynamisme-là, cette énergie que j'avais envie de revoir avec vous et de discuter avec vous. Alors juste quelques mots sur la façon dont ce film a été fait. Peut-être certains viennent le revoir, donc peut-être certains le connaissent. Certains d'entre vous connaissent aussi bien Capra, peut-être, même s'il n'est pas très très à la mode, notamment pour des questions idéologiques. On l'accuse de beaucoup de choses, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'unanimisme autour du rêve américain ou autour de l'unité du pays. En réalité, ce film-ci est avant tout ça, avant son tournant, avant le moment où il s'est dit mais il faut absolument que j'ai des messages dans mes films, il faut absolument que mes films servent à quelque chose. Et ça, il a eu une sorte de révélation de ça en 1936. Donc après le succès de ce film-ci, donc on peut être tranquille, en tout cas pour ce soir, sous cet aspect un petit peu idéologique, même si il y a tout film est politique, et voilà, on pourra en parler. Alors juste sur la façon dont It Happened One Night s'est fait, c'était une nouvelle, mais finalement j'ai l'impression que personne n'a misé sur ce film, presque y compris Capra. Vous savez qu'on est dans le cinéma des studios, on est à la Columbia, c'est-à-dire un studio très pauvre, ça s'appelait même Poverty Row, l'allée des pauvres, c'est vraiment les pouilleux du système des studios, les pouilleux des majors des studios. Et du coup, comment il fonctionne pour avoir des stars, pour avoir Clark Gable ou pour avoir Claudette Colbert? Il fonctionne en empruntant des stars à des plus gros studios. Donc, en l'occurrence, ce film est né aussi parce que Clark Gable était sous contrat à la MGM et il n'était pas très docile. Vous savez que c'était une époque où les acteurs étaient salariés. Il n'était pas très docile et finalement, il coûtait cher pour rien. On ne trouvait pas toujours des films à lui faire faire et c'était plus rentable de le louer, donc de le louer à la Columbia en demandant plus d'argent. Donc finalement, il s'est retrouvé, comme on disait à l'époque, envoyé en Sibérie. Envoyé en Sibérie, ça voulait dire être prêté à la Columbia. Donc ils ont leur star masculine, et là, impossible de trouver une star féminine pour tourner cette histoire. Tout le monde refuse, enfin des gens prestigieux, notamment Miriam Hopkins, Margaret Sullivan, que vous connaissez si vous avez vu le film de Lou Beach, Rendez-vous, The Shop Around the Corner, Constance Bennett, enfin vraiment, Carole Lombard ne peut pas, bon, bref. Et finalement, il va falloir aller chercher Claudette Colbert qui, pour beaucoup d'argent, accepte de repousser ses vacances. Donc vous voyez que les gens font ce film complètement à contre-cœur et ça va être un succès à petit feu, pas tout de suite, mais un succès de bouche à oreille dans tout
tout le pays et qui a changé la carrière de Capra et qui a changé, je pense vraiment, l'histoire aussi du cinéma et peut-être aussi l'idée qu'on a que un sujet léger, en apparence léger, ne peut pas produire un enthousiasme populaire et quelque chose de profond, pas seulement un enthousiasme, voilà, un succès commercial. Non, c'est un film dont je vous le présenterai pas si je pensais pas qu'il a une importance qui nous touche encore dans nos vies et j'espère que vous ressentirez ça en le voyant et en riant peut-être un peu aussi. Voilà, j'ai été trop longue, je vous souhaite un très bon film et j'espère que vous resterez après. Bien entendu, vous êtes tout à fait libre d'intervenir pour partager vos réactions ou pour compléter ce que je dis ou pour poser des questions. Peut-être il faut commencer par la fin, par cette couverture qui tombe, parce que c'est une image tellement forte. Je vous ai dit que 1934, c'était un tournant et que c'était le début du genre screwball avec ce film. Mais 1934, c'est aussi la mise en œuvre du code Hays. Est-ce que vous savez ce que c'est que le code Hays ? Voilà, le code d'autocensure des studios hollywoodiens. Ce qui s'est passé, c'est que pour éviter la censure dans les différents États, puisque les États-Unis sont si grands, et au niveau fédéral, les studios, au cours des années, ont dû se résoudre à eux-mêmes créer leur propre système de censure pour éviter que les films soient coupés n'importe comment et un peu partout avec des versions complètement incompréhensibles. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est le sénateur William Hays qui, en fait, ça a été rédigé par deux ecclésiastiques, mais bon, c'est le sénateur William Hays qui a fait passer cette loi, et c'est justement le 1er juillet 1934 qu'elle va être appliquée. Ce qui veut dire que tous les films qui se situent entre l'écriture de cette loi, donc 1930, et puis sa mise en œuvre, son application, sont appelés pre-code, c'est-à-dire c'était des films qui savaient très bien que le couperet de la censure allait tomber. Qu'est-ce que disait cette censure ? En gros, interdit de représenter, sous certaines conditions, mais tout de même, la violence, le meurtre, l'adultère, la relation sexuelle, etc. Donc quelque chose de quand même assez détaillé et précis, y compris l'accouchement d'ailleurs aussi, enfin toutes sortes de choses, qui faisaient que donc toute une série de films étaient de fait invalides au sein des studios. Et on sent bien que là, ici, Capra est quand même dans une démarche, je trouve, très très intelligente par rapport à la censure. Et puis Lubitsch, pour ceux qui connaissent Lubitsch ou qui viendront voir l'un de ses films ici, vont le voir qu'il y a tout ce travail de comment travailler sur cette contrainte, de contourner la représentation directe du sexe, en gros, tout en gardant le côté extrêmement suggestif. Évidemment, on pourrait dire que les films qu'on va présenter ici, les comédies d'amour, on peut aussi dire que certaines d'entre elles, ce sont des comédies sexuelles, sex comedies. Hein. C'est quand même, il y a tout un érotisme dans ces films. Alors ici, en particulier, ce que je trouve particulièrement intéressant, on peut évidemment relever toutes les allusions, tous les sous-entendus qui sont assez, soit on peut dire énormes ou assez drôles. Ça commence dès le début, en fait, avec l'histoire des fesses, avec le journal, avec Clark Gable qui dit j'avais les titres imprimés sur mes fesses et tout le monde regardait mes fesses pour lire les nouvelles. Ça continue avec tout le jeu un petit peu de... Alors c'est mal traduit, enfin, les sous-titres rendent mal la blague, mais quand il dit « Excuse me, that upon which you sit is mine », ce sur quoi vous êtes assise m'appartient. Hein, évidemment, on s'assoit aussi sur son séant, donc c'est pas seulement le siège qui est à lui, c'est évidemment autre chose. C'est pour ça qu'elle est un petit peu étonnée quand elle entend cette phrase. Et puis il y a la main qui le laisse comme ça sur le siège au moment où elle veut s'asseoir sur le siège libre, etc. Donc il y a toutes ces allusions sexuelles qui peuvent se poursuivre après avec la carotte, tout ce qu'on veut, tout ça a été commenté. En même temps, c'est peut-être pas le plus intéressant. Enfin, on peut s'en amuser, mais il me semble que quand même tout le travail sur la couverture, sur le mur de Jéricho, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant, aussi parce que, et c'est l'intérêt de Capra, et c'est l'intérêt de ce film, c'est de trouver des solutions, enfin de trouver des inventions de mise en scène, en fait, à des questions qui pourraient n'être que scénaristiques, ou qui pourraient passer uniquement par le dialogue. Et donc, je disais qu'il y avait l'influence du muet, qu'il a travaillé pour Harry Langdon, et qu'il a commencé dans le muet, il a réalisé des films muets, hein, il a toute une période muette, Capra. Et par exemple, ce gag final,
c'est à la fois purement le muet avec la couverture qui tombe, et à la fois quand même le travail sur le son, avec le son hors champ des trompettes. Donc ce qui est intéressant aussi avec ce gag final de la couverture, moi je pense qu'il s'adresse directement à la censure, enfin, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'est la censure, et il comprend très bien aussi le détournement possible de cette censure. Et si vous pensez à la première occurrence de la couverture, vous vous souvenez quand Claudette Colbert fait comme ça, et que le mur ondoie un petit peu, qu'il y a un côté frémissant. Et ça, pour Capra, c'est toute cette idée que suggérer, ne pas montrer, ne pas avoir le droit de montrer, ben c'est peut-être aussi bien, en fin de compte. C'est-à-dire, j'ai bien compris que je peux faire mieux, je peux faire plus puissant, organiser, disons, la montée d'une tension sexuelle à partir de cet interdit. Et l'approche, je vais moi-même me mettre le mur. Et ce qui est intéressant, c'est que le mur en question, ça fait quand même pas mal penser à un écran. Donc un écran où vont se projeter des choses. Et notamment, je trouve moi cette scène très, 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 très belle. Si on pense aux deux moments où il y a la couverture, aux deux scènes de motel, enfin les deux motels différents, il y en a trois, mais la troisième, on ne la voit pas vraiment. Si vous vous souvenez, en fait, elles ne sont pas filmées de la même manière. C'est pour ça que je pense que Capra, ce n'est pas que du scénario, c'est d'ailleurs Robert Riskin, son scénariste favori, qui est ici. C'est vraiment des idées de mise en scène, et elles ne sont pas du tout filmées de la même façon. Il me semble que, je disais que la comédie amoureuse, finalement, ça n'est pas un genre avec une formule, il faudrait cocher des cases et ce serait ça. C'est plutôt, je dirais, une ouverture à tous les genres du cinéma. Et ici, me semble-t-il, par exemple, vous avez quelque chose de comique dans la première scène du motel avec cette séparation entre les deux et une espèce de dialogue en chant contre chant. L'un parle, l'autre écoute, l'un répond, etc. Et ils sont tous les deux séparés. Hein. On nous montre l'un puis l'autre des deux côtés de la couverture. Et puis on a un changement d'atmosphère totale dans la deuxième scène où ils sont dans le motel, et où on a en fait tout un travail d'atmosphère et de façon de filmer la séparation qui évoque plutôt le mélodrame en fait. C'est pour ça que je parlais aussi de projection sur cet écran, enfin sur cette couverture au milieu, avec la très belle évocation, enfin la vision, on peut dire, la vision de l'amour selon Peter. Et ce qui est, je trouve, assez beau dans cette scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il dit « Ah, en fait, mon idéal, c'est quand la lune brille, quand on peut attraper les étoiles, vous, l'eau et la lune, et ça ne fait qu'un. Hein, cette espèce d'idéal comme ça cosmique. Hein. Ce n'est pas que l'amour, le couple, le petit mariage, mais c'est quelque chose qui nous relierait au cosmos. » En réalité, ce que je trouve beau, c'est que justement, on s'attend à ce qu'il y ait une union à partir de là, avec cette évocation comme ça un petit peu poétique, voilà, que ce soit le moment de l'union, parce que le film est plus long qu'on croit, il est plus long que les comédies rapides, screwball habituelles qui vont suivre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il me semble que quand elle rentre, quand elle fait intrusion de l'autre côté du mur, et bien finalement, il ne répond pas directement à ça, et il ne va y répondre que quelques minutes plus tard. Il y a une petite ellipse et elle est déjà endormie. Et c'est évidemment tout ce contretemps qui va lancer la dernière partie du film, une espèce de contretemps perpétuel jusqu'à la fin du film. Et il me semble que cette asynchronie, si on peut dire, c'est ce qui caractérise le mélodrame. Si vous pensez à la forme du mélodrame, il y a toujours quelqu'un qui aime quand l'autre n'aime pas encore, ou qui aime encore quand l'autre n'aime plus parce qu'il a oublié. Et voilà, ce côté intermittence du cœur, comme ça, est rendu simplement dans cette scène avec ce décalage temporel, c'est-à-dire que lui, il a sa vision de l'amour, il a son imagination de ce qui serait la femme idéale, et il ne voit pas qu'elle est à côté. Ou on peut le formuler autrement, elle est trop réelle. Elle vient le réveiller de sa rêverie, et il ne voit pas que les deux peuvent faire un. Et il me semble que l'un des apports de Capra, c'est justement de nous dire qu'il ne faut pas choisir entre l'imagination et la réalité. Hein, et contrairement à l'interprétation qui est faite parfois des films de Capra, c'est pas juste des utopies. Il y a vraiment un rapport au réel et à la réalité
particulièrement dans ce film, et il faut tenir ensemble les deux, mais Peter ne voit pas tout à fait à ce moment-là quand il projette la vision, et il me semble que l'indice là-dedans, qu'il ne voit pas, mais que c'est bien elle, la personne réelle dont il parle, hein, quelqu'un de vivant, dit-il, quelqu'un de réel, c'est que quand il fait cette description de la lune et de l'eau, en fait, nous, on l'a déjà vu, et lui, il l'a déjà vécu avec elle. Et je pense évidemment à la scène où ils ont dormi à la Belle Étoile au début et où il y avait tout ce travail, alors là visuel et vraiment de décor et de lumière sur l'eau. C'est un aspect du film intéressant parce que ensuite les comédies qui vont copier celle-ci vont être rapides, vont jouer sur ce côté rapide en oubliant enfin en tout cas en laissant de côté l'aspect temps mort. Et c'est quelque chose dans le film, c'est ça aussi qui fait qu'il est plus long, qu'il y a ces moments où, j'allais dire, pour l'action, il ne se passe rien. Donc cette scène, par exemple, près de la rivière, si vous pensez aux soins dans le travail du décor et de la lumière, vous vous souvenez, tout est traité quasiment en contre-jour. C'est-à-dire qu'on a la lumière qui arrive de derrière, alors qu'on est la nuit, mais comme il y a la lune, ça fait de la lumière sur l'eau, et du coup, ça fait un effet de contre-jour, et il se détache comme ça, en silhouette. Et il y a tout un travail très précis de Joseph Walker, qui est donc le directeur de la photographie, quelqu'un d'important d'ailleurs dans l'histoire de la cinématographie, de la photographie au cinéma, parce qu'il a développé le zoom, déjà sur un film de Capra avant, qui s'appelle La Ruée, donc vraiment au tout début des années 30. Voilà, il est un peu à la pointe. Il a aussi inventé la lentille bifocale, qui permet de voir quelque chose de très près et en même temps quelque chose de très loin. Enfin bon, ça nous porterait très loin jusqu'à De Palma. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un œil très très acéré. Et il me semble que dans cette scène avec la lune, etc., il fait un travail qu'on pourrait qualifier d'expressionniste. Expressionniste, c'est un peu... Bon, dès qu'on voit de la brume ou du noir et blanc avec de la brume, on se dit c'est expressionniste. Non, expressionniste, dans le sens vraiment allemand du cinéma expressionniste, c'est extérioriser sur le décor et la lumière et la composition, donc dans l'image, dans ce que nous voyons, les sentiments des personnages. Et c'est exactement, il me semble, ce qui se passe dans cette scène, sauf qu'au moment où ils la vivent, voilà, les étapes de leur amour ne sont pas encore tout à fait conscientes, et on pourrait dire qu'elle a toujours un peu une longueur d'avance sentimentalement, voire une trop grande longueur d'avance sentimentalement sur lui. Bon, c'est l'un des aspects que je voulais évoquer, mais j'ai l'impression toujours que je commence à parler, puis ça fait une sorte de tunnel, donc j'aimerais bien que vous m'interrompiez pour aborder d'autres aspects du film. Oui. Alors, excusez-moi, c'est enregistré, donc je vais vous donner un micro, s'il vous plaît. Sinon, je peux répéter. Ce qui me permet de tousser, je suis désolée. Merci. Je ne sais pas si vous l'avez cité au début à propos du code, mais je crois me souvenir que même un couple marié ne pouvait pas dormir dans le même lit. Donc c'était forcément des lits séparés. Et le fait d'avoir utilisé cette idée du mur avec la couverture, bon, c'est génial, quoi. Oui, c'est-à-dire, vous voulez du code, eh ben, je vous en donne, et donc dès que je rentre dans le petit motel, de toute façon, je fais les deux lits, etc. Oui, et d'ailleurs, ça c'est endossé par le personnage de Peter Warne lui-même, hein, puisque lui-même joue à la fois du côté « je suis le grand méchant loup », mais à la fois aussi du côté « tu me désires, mais moi tu m'intéresses pas du tout, ma petite ». Donc il y a ces deux niveaux, au niveau du personnage et au niveau du cinéaste par rapport au code. Oui, puis évidemment, du coup, ce code, ça a entraîné une dimension sensuelle qu'il voulait éviter avec ce code, et en fait, c'est encore plus sensuel, finalement. Oui, alors évidemment, Capra n'est pas le seul à avoir réalisé que le pouvoir suggestif de ne pas montrer serait plus grand, en tout cas, plus grand et toucherait un plus grand public. Lubitsch, on verra Ninotchka la prochaine fois, l'a travaillé, et ô combien, c'est-à-dire le hors-champ. Mais effectivement, ce que je trouve original là-dedans, c'est que c'est matérialisé vraiment par cette couverture. Mais cette idée de la couverture avec la corde, quasiment la corde à linge, qui fait partie des petits ustensiles, je trouve que ça pointe... quand je disais que pour Capra, pour son personnage, il faut
relier la femme idéale avec la femme réelle, et que c'est vraiment une sorte de devise de Capra, c'est-à-dire d'être à la fois du côté de l'imagination, c'est de la fiction, et à la fois de nous montrer quelque chose de vrai de l'Amérique. Il me semble que c'est dans ces petits détails-là que quelque chose de l'importance de ce film se joue. Autre exemple, le beignet, la scène du donut, la scène du beignet. Voilà. C'est évidemment plus on est dans le détail, en fait, et ça c'est quand même beaucoup l'écriture de Riskin, mais c'est aussi ce qu'en fait Capra, parce qu'il est très très près du travail sur le scénario. Il se considère comme un auteur vraiment total et à part entière. C'est l'un des premiers à vraiment affirmer ça au moment du parlant. Tous ces petits détails infimes de la vie en couple ne sont pas des détails pittoresques ou ne sont pas uniquement des gags, ils sont intégrés à une logique plus grande du film, et qui serait une logique, c'est à plusieurs niveaux, mais d'abord une logique de classe, évidemment. Hein. La question de la juxtaposition, sinon de la lutte, mais en tout cas de la friction entre des classes différentes, est évidemment centrale dans le film. C'est même ce qui est archétypique au début, c'est-à-dire le journaliste dur à cuire et pauvre qui vient de se faire virer, et puis l'héritière qui fugue. Ça, c'est pas très original au départ, d'avoir ces deux aspects-là. C'est plutôt après, dans le détail, comment cette friction, je dis friction parce qu'il y a une attraction-répulsion, va se traduire. Mais je pense que ce goût du détail qui a fait que Capra va aller filmer en extérieur, par exemple. Alors la scène avec le foin, on voit que c'est une scène de studio. Mais par contre, la scène de l'autocamp, la scène du motel au début avec les douches, etc., ce sont des vrais extérieurs. Et ils ont tenu, même s'ils avaient peu de temps de tournage, à aller filmer dans des extérieurs. Quelle dimension ça donne au film? Il ne faut pas oublier, puisqu'on est en 1934, qu'on est complètement dans la dépression, dans la grande dépression, qui va durer jusqu'à la fin des années 30, et que ça, c'est quelque chose bizarrement que le film prend en compte, je dirais, sans le dramatiser au sens où quelqu'un comme Chaplin va mettre au centre des temps modernes, par exemple, 2 ans plus tard, la faim, la question de la faim. Qu'est-ce que c'est que avoir faim? Ou bien John Ford, en 40, avec Les raisins de la colère, où là, il est complètement inspiré par Steinbeck, par le travail des photographes lancés par l'administration Roosevelt sur des gens qui sont sur les routes. Mais en fait, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit 2 choses. On voit la faim FAIM, on voit des gens qui ont faim, et on voit des gens qui sont sur les routes. Le peuple. Sauf que c'est pas traité d'une manière sociale, on pourrait dire. C'est pas traité comme un sujet social, et c'est là où c'est un petit peu limite. On peut critiquer, mais en réalité, moi, je trouve qu'il s'en sort très bien. C'est-à-dire que c'est pas non plus qu'un décor. Pardon ? C'est génial d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une des premières fois où le Capra montre que le puritanisme est à son apogée, et il démontre le contraire, en fait. Et donc, en fait, dans tout ce film, on voit le peuple qui intervient. Et ça, on voyait pas ça aux États-Unis auparavant. On le voyait pas. Alors, quand vous dites le peuple, vous incluez le Peter bus, Warren, le chauffeur de bus, le gars avec le hot dog, enfin voilà, on voyait pas ça auparavant aux États-Unis. C'est un des premiers films qu'on le voit. Alors en fait, ça passe, oui, d'abord par tous les véhicules. C'est incroyable le nombre de véhicules variés qu'il y a dans le film quand on y repense. En fait, on commence sur un bateau. On commence une autre séquence un peu plus tard avec l'avion du père qui va à New York. Enfin, il y a toutes ces... Et évidemment, du côté du journaliste, joué par Clark Gable, c'est toujours des véhicules pauvres. Enfin, que ce soit le bus qui va de Miami à New York, c'est quand même très long et très inconfortable, ou que ce soit la Ford Model T, et qui est vraiment la voiture de la dépression, enfin, et qui d'ailleurs qui peut pas poursuivre les voitures ensuite du riche millionnaire quand il retourne. Donc oui, il y a tout ce côté être sur la route. On pourrait dire que c'est un road movie amoureux, mais être sur la route à cette époque-là,
ça charrie quelque chose du peuple, effectivement, et ça charrie quelque chose des gens qui n'ont pas choisi d'être sur la route, puisque vous savez que les gens déplacés, ils étaient expulsés pour des raisons à la fois géographiques, d'érosion des terres, et aussi pour des raisons économiques. Voilà, donc ils étaient obligés d'aller chercher des emplois d'agriculteurs journaliers en Californie. Bon, ça on le voit très très bien dans le film de John Ford. Mais en tout cas, c'est pas ça, c'est pas un sujet social là, au sens où il traiterait d'un réalisme social. C'est les deux. C'est vraiment un entrelac entre quelque chose qui se passe dans le couple et dans le rapport entre les sexes, et quand même rendre compte d'une réalité de l'époque, à savoir qu'il y a des classes très très différentes qui coexistent en Amérique, et que cette femme qui veut aller prendre sa douche, elle ne se rend pas compte qu'il faut faire la queue. Et elle parle aux dames, mais non, elle n'a pas compris, parce que pour elle, un chauffeur de bus, ça attend. Un chauffeur, ça attend, même si on est en retard 20 minutes. Donc ça, effectivement, c'est... Mais tout ça est inscrit, je trouve, dans le film, dans le programme amoureux du film, ou dans ce qu'on pourrait appeler son programme de remariage, d'après l'expression forgée par le philosophe Stanley Cavell, qui a appelé toute une série de comédies américaines les comédies du remariage. Pourquoi du remariage ? Parce que il suffit pas dans les scénarios de se rencontrer, de tomber amoureux, de dépasser les obstacles, les parents, Roméo et Juliette, etc., à la Shakespeare, et de réussir à s'unir et de se marier. Non, c'est pas ça. Ces comédies-là, elles commencent quand on a déjà franchi cette étape. Ah ben mince alors, il n'y a plus de film. Ben si. En fait, il y a un film parce que, comment dire, cette première étape du mariage légal, officiel et réel, j'emploie ces termes, légalement, officiellement, réellement, parce que c'est les termes qu'emploie Claudette Colbert dans la toute première scène. Elle lui dit « mais mets-toi ça dans la tête, papa, on est légalement mariés ». Mais en réalité, les comédies du remariage montrent que être légalement marié ne va pas suffire. Donc vous avez évidemment des scénarios différents, mais dans certaines de ces comédies, c'est le même couple au départ et à la fin qui doit faire tout un processus de remariage, que ce soit réel ou symbolique. En l'occurrence, comment ça pourrait s'appliquer ici, puisque au début, c'est pas avec la même personne qu'elle est mariée qu'à la fin. Eh bien, je dirais que les deux héros de ce film, en réalité, ils vivent le mariage avant que de le légaliser. C'est-à-dire que, certes, on voit le titre de journal à la fin, Ellie Andrews se remarie, parce que c'est la cérémonie officielle religieuse. Donc, ok, là, le remariage, il est à un niveau narratif très, très basique entre les deux, mais à chaque fois avec King Wesley. Mais c'est pas de ça dont on parle quand on dit comédie de remariage. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'apprendre à durer avec l'autre. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être amoureux, mais à un moment, le mariage, c'est quand même plus ou moins pour la vie. Et du coup, c'est ça que le cinéma, à partir des années 30, va attraper et va essayer de travailler. Et c'est pour ça que souvent, ce sont des films où on s'engueule pendant 1h30, parce que en fait, c'est ça, vivre ensemble, c'est aussi ça. Et ça, c'est montré évidemment dans la scène de The Great Deception, la parodie de l'expression The Great Depression. C'est le nom de la pièce c'est le nom qu'ils décident de donner à la petite scénette qu'ils ont improvisée devant les détectives. Ce que je veux dire, c'est que la situation de conjugalité, ils la vivent en fait dès la scène du bus. Dès le moment où on la voit endormie et accrochée comme ça à son paletot, on se dit mais en fait c'est vraiment elle est déjà habituée, elle est déjà dans une sorte de routine comme ça de la femme qui est dans le lit à côté de son mari, et ça continue bien sûr avec Shapley et le fait que Clark Gable se sente obligé de dire c'est ma femme. Donc en fait pendant tout le film, et c'est ça qui fait le sel du film, il joue à monsieur et madame. Il joue, j'allais dire au papa et à la maman, pas encore, mais en tout cas à monsieur et madame, y compris jusqu'à ce point paroxystique où il joue effectivement, et où c'est effectivement une pièce de théâtre, et où on ne prouve jamais mieux qu'on est un parfait couple marié qu'en se tapant dessus. Donc en fait, il y a bien remariage à la fin, puisque nous, on les a vus
dans une situation, disons, de routine du soir aussi. La façon dont la deuxième fois, il lui donne le pyjama, elle le prend, et voilà, merci, c'est un petit merci routinier, comme si elle allait se laver les dents. Et que, voilà. Donc ils sont déjà dans une forme de conjugalité, certes bizarre, enfin, étonnante, et sur la route, et nomade, et tout ce qu'on veut, mais il me semble qu'il y a bien remariage, et c'est même une façon de tester aussi le mariage avant même de le concrétiser. Et alors, pourquoi il y a un happy end ? Parce que, pardon, pourquoi il y a un happy end dans ce film ? Parce qu'il nous démontre la déstructure en fait, des codes du studio, et il nous fait un happy end. Alors, est-ce que c'est une volonté de la Columbia, ou alors est-ce que c'était la volonté de Capra ? Alors, parce que idéalement, vous pensez qu'il aurait fallu un autre... Logiquement, pour moi, oui, en suivant le film, je me dis, tiens, l'happy end, il ne va pas être de ce qu'on connaît d'habitude, quoi. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourrait ne pas être là, le happy end ? Avec le mur de Chérico, puisqu'il y a le mur de Chérico qui est présent dans tout le film. Ouais. Donc, en fait, il y a un code qui est tabou maintenant. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, le cinéma américain va bouger de cette manière-là aussi. Dans le happy end, on va avoir un tabou. Il n'y aura plus un happy end comme on a l'habitude de le voir. Ah, d'accord. C'est compliqué parce que, non, moi je pense que Capra, enfin je suis même sûre, Capra voulait cette fin. Je pense. Oui. C'est-à-dire que votre logique, ce serait plutôt de dire la réalité, c'est qu'une héritière ne va pas épouser un journaleux alcoolique à la fin, dans la vie. Ça arrive très très rarement, et surtout, il arrive très rarement qu'elle le fasse avec la bénédiction de son père, et qu'en plus le père paye $100 000 pour avoir le pauvre. Donc ça fait beaucoup d'invraisemblance. Et donc si on suit la veine, disons, réaliste du film, effectivement, ils partent chacun de leur côté, et alors là, c'est le mélodrame. C'est une fin mélodramatique, et donc cette coda un petit peu mélodramatique que j'avais pointée dans la deuxième scène du motel, on la poursuivrait jusqu'à la fin. Alors moi, je pense, si vous voyez d'autres Capra, et je pense que vous en avez vu, mais on pourra bientôt d'ailleurs les revoir. Je pense qu'il y aura des ressorties bientôt. En réalité, Capra, il met les happy end, sauf que avant les happy end, il y a des choses qui sont de l'ordre du mélodrame et qui restent avec nous. Et il n'est pas le seul à faire ça, mais en réalité, même si on a un happy end dans certains films, on reste avec l'amertume des choses d'avant d'avant le happy end. Vous voyez ce que je dis, c'est peut-être pas très clair. Donc on voit le happy end comme une sorte de coda un petit peu collé. Moi, il me semble que c'est pas le cas dans celui-ci. Mais après tout, vous me faites penser que oui, enfin peut-être, on peut le voir comme ça. Oui, vous voulez. Ou je peux répéter ce que vous dites. Après, si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir au début du film que justement le film était adapté d'un roman. Donc, d'une nouvelle. Ouais. Donc, oui. je ne sais pas si à la fin déjà ça se terminait. Mais en fait, ça, c'est pas très important parce que, en tout cas, tel que Capra le raconte dans ses mémoires, alors c'est peut-être un peu changé, mais il était chez le dentiste, il a vu la revue Cosmopolitan, il a feuilleté, il est tombé sur cette nouvelle, il a dit « Ah oui, tiens, c'est pas mal, vous pouvez acheter les droits, ils sont pas chers, on l'achète. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire c'est un matériau littéraire sans intérêt pour eux, et c'est juste un prétexte pour pouvoir avoir une base écrite et la faire accepter par le studio. Donc il n'y a aucune idée de respecter, par exemple, un texte initial où on peut en faire tout ce qu'on veut. Donc ils ne sont pas tenus par la beauté. Et d'ailleurs, ils méprisent tous, enfin tous les collaborateurs du film ont l'air de pas mal mépriser même l'idée de départ. L'important, c'est ce qu'ils en font après. Et quand même, beaucoup l'écriture du scénariste, parce qu'il écrit des dialogues, enfin on entend des dialogues très très bons, très très denses et percutants. Et surtout de l'écriture aussi de l'argot du journaliste, enfin bon, qui n'est pas toujours traduit, mais c'est assez savoureux. Mais donc c'est pas dans la fidélité à l'original que peut se trouver le choix du happy end. Moi je le trouve, alors c'est marrant que vous posiez cette question du happy end, parce que pour moi, j'allais dire, s'il n'y a pas le happy end, moi je rembourse. Je veux rentrer chez moi et je suis... Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour moi, justement, tout le film tend vers cette union a priori impossible. Pourquoi ? Parce que, et là on rejoint un petit peu cette idée du remariage, comme éducation de l'autre.
C'est-à-dire que l'homme et la femme, ok, ils se tapent dessus, c'est la guerre des sexes, bon, ok, on a compris, mais en même temps, c'est pas juste pour montrer que l'homme est un macho et que la femme est une petite fille à papa gâtée. C'est pas ça. L'intérêt, c'est qu'il y ait une éducation mutuelle. Une éducation à quoi ? Alors, elle est un peu, je vous l'accorde, elle est assez macho elle est assez paternaliste de la part du journaliste, puisqu'elle l'appelle à un moment Mr. Professor. Et puis l'épisode du pouce, et évidemment, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les petits cours qu'il lui fait sont à chaque fois quand même pas mal transformés par elle, jusqu'au moment où elle gagne avec sa jambe. Hein. The limb is mightier than the thumb. Hein. Donc la jambe est plus puissante que le pouce. Donc on voit là qu'il y a l'un éduque l'autre, l'autre éduque l'un. C'est pas à sens unique, il faut absolument que ce soit dans les deux sens. Et surtout, et il me semble que là, le genre du screwball, le genre de la comédie amoureuse des années 30 lance ça, il faut que les rôles actifs et passifs ne soient pas assignés à un sexe. Il faut que le mariage se soit remis sur le métier à chaque fois et que la dynamique entre les sexes soit plus ambigu que ce qu'il apparaît au début. Au début, on voit bien, il y a un type plutôt macho, bon, elle plutôt fragile physiquement, parce qu'il joue beaucoup aussi du physique des acteurs qu'il a. Quand on la voit plonger, c'est une espèce d'athlète, mais moi, elle me fait penser aussi à une sorte de trait. Enfin, il y a un cartoon, il y a un côté cartoon très très fin, avec les sourcils comme ça dessinés, on dirait un peu Mickey. Donc, il joue sur ce contraste entre les corps, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui circule entre les deux. Et c'est pour ça que je disais que le film parle pas seulement d'être sur la route, mais aussi d'avoir faim. Qu'est-ce qu'il fait de cette faim ? FAIM, il en fait pas seulement une espèce de background sociologique qu'on serait obligé à l'époque de mettre, il en fait quelque chose dans le couple. Si vous vous souvenez, en fait, il se trouve toujours en situation avec elle nourricière. C'est-à-dire que alors on peut dire oui, c'est l'homme, le chasseur, bon, il chasse des carottes, c'est pas non plus... mais en tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose presque de parental, de maternel et de paternel, parce que le père est aussi un personnage très important, il est là au début et à la fin, mais en tout cas, lui-même n'est pas forcément une caricature de masculinité, le père. Ni le père, ni... Donc en fait, l'air de rien, il y a aussi une organisation de sorte de fluctuation, disons, entre les rôles, on dirait, comme on dirait aujourd'hui, genrés, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, un retravail de qui fait quoi entre l'homme et la femme dans le couple, et ce n'est pas aussi évident que ça. Je sais pas, mais peut-être me permettre de juste faire une remarque du coup. Je repensais en fait à la scène du bus en fait où il chante la chanson sur le trapéziste, c'est ça, je sais plus. Ouais. Et je trouvais que c'était une scène assez belle. On parlait du peuple en fait, et c'est le moment où j'avais l'impression de voir ce qu'il allait faire dans des films ultérieurs sur la communauté. Ouais. Et je me faisais juste la réflexion que le bus terminait dans un ravin quand même. Voilà. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que alors même Claudette Colbert, bon, c'est vrai que je vous ai dit avant, elle faisait ce film un peu à contre-cœur, voilà, ça retardait ses vacances. Bon. En fait, ça va très bien avec le personnage, parce que du coup, ce côté un peu snob et riche, ça va très bien avec le rôle. Mais même Claudette Colbert disait, au moment où on a tourné cette scène dans le bus, je me suis dit que c'était quand même, alors corny c'est le mot en américain, donc un peu ringard, un peu, non, c'est pas ringard, c'est un peu doucereux, enfin, à l'eau de rose, voilà. Et cette idée de corny, c'est quelque chose c'est un adjectif qui va revenir, mais de manière récurrente ensuite, sur le cinéma de Frank Capra aux États-Unis, qu'on appelle Capricorn. Ça devient même un mot, Capricorn, qui est un jeu de mots sur Capricorne, et qui veut donc dire, oui, le côté doucereux, comme ça, on est tous unis, enfin, une sorte d'unanimisme du collectif. Or, qu'est-ce qu'il fait ici ? Et effectivement, on pense à la fin de son film c'est 46 ou 48, 46, La vie est belle, hein, qu'on a tous vu, enfin, disons qui est le Capra qui on l'a même repassé ici. Ouais. Voilà, qui est le Capra qui a été le plus vu parce que pour des questions de droit, il passait toujours à la télé. Bon. Donc, et où à la fin, finalement, cette petite communauté, voilà, chacun va donner de l'argent, etc. Donc, du coup, c'est resté, ça colle à Capra, et je trouve ça dommage parce que dans cette scène, par exemple, cette scène, elle est traitée de deux façons. D'une part, elle fonctionne de manière rythmique, et parce que je pense que Capra, il est très très bon dans le rythme. Pas dans le rythme à la mitraillette, ou parce qu'on fait une comédie, il faut toujours être rapide. Non, dans l'alternance
du jour et de la nuit dans l'écriture du film, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, le jour, on a les explications, les critiques, les jugements, et la nuit, on a les fantasmes, les désirs d'union, etc. Donc ça, c'est déjà très très bien organisé dans le film, cette alternance-là. Et puis, deuxième chose du rythme, la rapidité du jeu d'acteur. Il leur demande d'accélérer. Bon, ça, c'est quelque chose d'un peu technique dans sa méthode, mais il leur demande de parler vite. Et puis, troisième chose dans le rythme, de ménager ses pauses. Alors, j'ai parlé de la scène avec le clair de lune, mais vous voyez qu'elle servait à quelque chose dans l'établissement de leur relation, dans tout ce côté expressionniste et dans toute la vision ensuite que va déclamer Peter sans se rendre compte qu'il l'a vécu. Mais je trouve que cette scène de chanson, qui peut tout à fait être détachée du film, c'est comme une sorte de clip, de moment musical qu'on pourrait enlever puisque elle n'apporte rien dans l'action. En réalité, il s'en sert pour justement rendre ambigu son fantasme d'unité, j'allais dire d'unité nationale. Disons que c'est vrai qu'il a un très fort désir que le rêve américain, ça veuille encore dire quelque chose. Enfin, voilà, et qu'il y ait une unité de la communauté aux États-Unis. Alors il le met, et effectivement, on a un marin, on a un type qui a un accent, on a ensuite le type avec la barbe, peut-être juif, qui danse, etc. Donc on a des représentants, disons, de divers membres de la communauté qui se mettent à connaître la même chanson et à chanter. Bon, très bien. Donc on pourrait dire, ça y est, tout le monde est ensemble. Mais il y a plusieurs choses. Enfin, il y a effectivement le fait que le chauffeur, hein, quand il applaudit, paf, ça les met dans le ravin. Donc déjà, ça c'est énorme. Justement, il n'y a pas de happy end à cette séquence. Vous voyez, on n'y pense plus dans le flow du film, mais c'est quand même la fin, c'est quand même qu'ils finissent dans la boue tous ensemble, et qu'après c'est every man for himself. Hein. Tout le monde il n'y a pas du tout de solidarité pour essayer de désembourber le bus. Et puis l'autre chose, c'est que pendant cette séquence, si vous vous souvenez, c'est entrelardé par des plans sur Shapley, qui lui est en train de comprendre qu'il peut tirer quand même $10,000, voire plus, ou enfin 5 000, voire 10 000, du fait qu'il a repéré l'héritière en fuite. Donc en fait, il y a un type qui pense à ses propres intérêts à l'intérieur de cette séquence, soi-disant, où le collectif est voilà, une sorte Donc je trouve que Capra, il est beaucoup plus subtil et nuancé que ce qu'on a pu en dire par la suite, ou que ce que lui-même a ensuite tressé, mais dans ses films beaucoup plus tardifs. Parce que si vous voyez les autres films des années 30, par exemple l'extravagant Mr. Deeds, que vous avez peut-être passé ici, alors il faut le passer absolument, ou Monsieur Smith au Sénat, qui n'est pas écrit là par contre par Riskin, à chaque fois vous avez ou L'homme de la rue, avec Gary Cooper aussi, c'est des types qui sont au bord du suicide. Et pareil dans La vie est belle. C'est-à-dire qu'on va très très loin dans une sorte de solitude, d'isolement total par rapport à la communauté. Donc c'est pas du tout l'idée que, allez, on est tous frères et tous main dans la main. Pas du tout. Et il me semble que c'est assez nuancé dans ce film-ci. On le voit. On voit qu'il travaille une sorte de marqueterie justement là-dessus. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Sinon, on peut peut-être arrêter. Je sais pas. Tout là-haut. J'arrive. Non, mais je vous assure, on n'entend pas. Et en plus, comme on enregistre, j'aimerais bien vous passer le micro. Oui, je voulais savoir ce que vous pensiez. Je voulais savoir si, pour vous, il y avait un parallèle entre le film La vie est belle et celui-là, au niveau sociologique, au niveau du rapport entre les gens, au niveau psychologique. Y a-t-il un parallèle oui, alors des choses communes, oui, des choses différentes. Alors, je développerai pas très longtemps, oui, parce que tout le monde n'a peut-être pas vu La vie est belle. Effectivement, je pense que l'une des choses communes, c'est de porter un héros justement très loin dans la rupture du contrat social, je dirais. C'est-à-dire qu'à un moment, on est vraiment abandonné de tous, ou on est vraiment solitaire. Et ça, c'est seulement esquissé dans celui-ci, et ça va être beaucoup plus important dans Monsieur Deeds, parce qu'il va poursuivre cette idée, et c'est là le lien avec celui-ci, de personnages transplantés, de personnages d'un certain milieu qu'on va dépoter, enfin qu'on va déraciner et transplanter dans un autre milieu. Et on va voir
d'abord les effets comiques que ça produit, mais ça c'est facile, c'est un peu Crocodile Dundee, c'est un peu trop facile. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des effets comiques, et qu'il y a des effets profonds, j'allais dire, existentiels, voire plus, de ce que c'est qu'être transplanté. Ici, c'est un petit peu ça, avec Ellie Andrews. Parce qu'il y a des choses drôles dans le fait qu'elle soit loin de chez elle, mais il y a aussi des choses où, au moment où elle doit quand même se marier parce que son père a dépensé tout cet argent, etc., je trouve qu'on sent cette solitude et qu'on sent que, effectivement, comment dire, la tension entre les rêves et les responsabilités, ça pourrait résumer un petit peu, je trouve, le cœur du cinéma de Capra. Il y a un nœud entre ça, entre s'autoriser à imaginer, à rêver, hein, comme Peter quand il a sa vision, et puis quand même, on a des choses à faire, il y a une société, on a des parents, on a un père qui a mis tout cet argent dans le mariage, etc. Et donc, finalement, Ellie Andrews, elle a aussi beaucoup appris dans ce voyage, elle a appris la responsabilité. Et finalement, quand elle accepte de se marier, moi, je le vois moins comme quelque chose d'une convention sociale et finalement, elle fait comme tous les gens de son milieu, c'est-à-dire se marier sans aimer. Non, je pense qu'elle a acquis un sens de la responsabilité qui fait qu'elle se trouve isolée de tous ces obligés de se marier. Par devoir filial, par responsabilité par rapport à l'argent. Donc je trouve que cette solitude-là, elle est un petit peu déjà présente dans celui-ci. On pourrait dire, oui, mais il y a aussi la solitude du journaliste, et c'est vrai, puisqu'il touche le fond. Et quand je dis qu'il touche le fond, moi je vois ça dans le plan sur la poubelle, sur son manuscrit, son histoire, qui est mise à la poubelle. Avec donc ce jeu sur la synchronie à la fin dont j'ai parlé, et le fait que cette histoire qui est mise au panier, vous voyez le moment où je veux dire, où le rédacteur en chef raccroche le téléphone et jette l'histoire à la poubelle. En fait, nous, on voit que ce bout de papier, c'est toute l'histoire amoureuse, c'est la chance amoureuse, c'est toute la réalisation de ce qu'il avait rêvé comme amour qui est dans la corbeille, quoi. Et je trouve que quand il reprend le papier, on a l'impression que ce papier, c'est une personne. Hein, on dit oui, vas-y, reprends, remonte. Et donc, je trouve que dans ce plan, par exemple, sur les feuilles dans la poubelle, on ressent quelque chose de cette solitude très très profonde de l'individu, quoi. Et Capra va développer ça, alors de manière plus sociale justement et socialisante, et par la suite. Dans les films dont j'ai parlé, et aussi dans La vie est belle. Et dans La vie est belle, il y a un côté aussi plus catholique. Bon, il est d'origine catholique, puisqu'il est sicilien d'origine, mais voilà, il y a beaucoup moins ça dans celui-ci. Mais peut-être vous avez d'autres rapprochements. Mais dans les films qui vont suivre, ils vont être vraiment littéralement au bord du suicide. Ce qui est pas là. Il y a le désespoir. Il y a le désespoir de Ellie Andrews qui se dit voilà, c'est fini. Il m'aime pas. Il pense que je suis juste une petite enfant gâtée. Bon. Il y a ce désespoir profond qui est, je trouve, très bien joué par Claudette Colbert, mais on n'est pas au bord du suicide. Tandis que dans plusieurs de ces autres films, il y a vraiment quelqu'un qui va en haut, soit d'un pont, soit de l'Empire State Building, et qui va vraiment sauter, quoi. Voilà, le désespoir de Peter, oui, l'alcoolique au bord de ne pas pouvoir en revenir. Oui, pour moi, je vous dis, c'est pour ça que je dis, il touche le fond. En fait, c'est pas lui qui touche le fond, c'est le papier, mais c'est son histoire qu'il a écrite. Mais c'est une sorte de figuration, là encore une idée de mise en scène qui déplace sur un objet. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt des films. En général, c'est quand on trouve des idées comme ça de mise en scène. Parce que nous le montrer en train de se saouler, ça va une fois, deux fois, mais c'est pas d'une grande originalité. Et d'ailleurs, la première fois qu'on le voit, il est déjà saoul. Il est dans la cabine téléphonique et il est traité comme un roi, mais par des soulards. Vous vous souvenez au début, qui lui disent le roi. Bon. Juste un petit commentaire. En fait, c'est un film très américain, je trouve. Il y a tout ce qu'il y a de la symbolique américaine, avec le final toujours un peu à la happy end, les symboles américains des moyens de transport de l'époque.
En fait, tout est lié. Effectivement, quand on imagine l'Amérique, quand on n'y est jamais allé, on retrouve tout ce qu'il y a dans ce film. Et je trouvais ça très sympa. Oui, vous avez raison, aussi bien dans le détail des choses, des véhicules ou du donut ou tout ça. Mais alors on pourrait dire aussi, et ça se retrouve dans tous les films de Kafka, de Capra, c'est quand même une idée profondément américaine philosophiquement, qui est celle de l'individualisme. C'est-à-dire que l'individu prévaut toujours. Et c'est pour ça que dans cette scène aussi du chant dans le bus, où tout le monde a l'air de chanter ensemble, il y a quand même les intérêts individuels qui vont aussi prévaloir. Et de même, lui, il croit en l'individu. Mais il croit pas au sens d'un individualisme égoïste et forcené, quand on dit à quelqu'un aujourd'hui « mais t'es vraiment un sale individualiste », c'est évidemment un sens beaucoup plus profond et justement philosophique de la capacité de l'individu à se transformer. Et donc ça, c'est lié quand même aussi à un idéal démocratique. Et il me semble qu'à l'échelle du couple, à l'échelle de tout ce qui se passe comme tiraillement, comme combat dans le couple, se joue aussi quelque chose de l'exercice de la démocratie. En tout cas, d'une question de l'égalité. On sent bien que c'est pas que l'égalité homme-femme, parce qu'il y a aussi la question des classes, de leurs classes sociales différentes. Et donc voilà, en miniature, je pense qu'il y a toujours quand même cette idée de comment vivre ensemble, et que ça commence pour les Américains et pour Capra, qui est Uber américain, dans le couple. Dès qu'on est deux, c'est déjà, faut déjà discuter à comment la démocratie va s'organiser. Comment on va tremper le beignet dans la tasse, et qui va avoir le pyjama de qui, etc. Et vous verrez avec Lubitsch, un Lubitsch qu'on ne montre pas mais qu'on vous recommande, qui est la 8e femme de Barbe Bleue, donc 1938, je pense. Voyez-le, parce que Claudette Colbert, il y a encore une histoire de pyjama d'homme avec elle. Et il y a une histoire de haut et de bas, de qui porte le haut et qui porte le bas. Et donc voilà, bon bref. Donc en fait, se jouent aussi, j'allais dire, des questions politiques à travers des détails très très triviaux et très savoureux, et toujours en lien avec le corps et l'intimité. Merci en tout cas d'être venu, d'être resté, d'avoir participé. Et puis donc, alors la prochaine étape... Eh bien, donc, ce ne sera pas la 8e femme de Barbe Bleue, mais ce sera Ninotchka, donc en novembre. Donc on devrait avoir aussi une copie restaurée, comme celle-ci. Et puis peut-être on peut dire un mot tout de suite aussi de décembre, parce qu'il y aura Un cœur pris au piège en décembre, qui est un film peut-être moins connu, je pense, du grand public. De Lady Eve, voilà. de Preston Sturges, avec Barbara Stanwyck, qui est une des grandes actrices hollywoodiennes, et qui, donc avant ce film-ci, avait fait 4 films, des mélodrames plutôt, avec Frank Capra, qui sont très très beaux. Donc comme c'est des mélodrames, ils ne sont pas dans notre série, qui a été la compagne d'ailleurs à ce moment-là de Frank Capra, et qui est revenu après dans L'homme de la rue de Capra. Mais en tout cas, voilà, très très, oui, film plus rare, et avec Henry Fonda aussi, qu'on ne voit pas tant que ça dans les comédies. Et puis juste sur Ninotchka, on disait c'est très américain, et ben voilà, il y aura quelqu'un de russe à Hollywood la prochaine fois, c'est le 16 novembre. J'ai oublié la date, mais en tout cas voilà. Ça se passe en France en plus, donc à Paris. Ouais. Paris, il y a des chapeaux, il n'y a pas de pyjama, mais il y a des chapeaux. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, et j'espère à la prochaine fois en tout cas.